Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ce sont les partis irresponsables qui s'interrogent sur la tenue des élections au Cameroun le 9 février prochain. Ce sont les textes qui le disent et il en sera ainsi. J'ai cité là Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Il est donc pour le moins surprenant qu'aujourd'hui, certains responsables des partis politiques exhibent les considérations diverses, soit pour boycotter les élections à venir, soit pour fixer les conditions à leur participation. Comme s'ils ignoraient que les prorogations des mandats de nos députés et conseillers municipaux sont clairement encadrés par la loi et ne sauraient par conséquent être indéfinis. J'ai cité là René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Ce sont là deux attitudes de deux membres du gouvernement lors du point de presse par eux donné hier à Yaoundé, en guise de réponse du gouvernement face à la surenchère de certains partis politiques, écrit René Emmanuel Sadi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information, suivie quelques instants après du débrief du journal. Tout de suite et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Législative et municipale 2020, pour le gouvernement, pas de report. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Mathias Kameni. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mathias Kameni, vous êtes conseiller du président professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et vous avez passé quelques 7 mois à Kondengui, c'est bien cela? 6 mois à Kondengui. 6 mois, ok. Ouais. Bienvenue sur le plateau. Donc. Merci, monsieur. Voilà. Maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Oui, bonsoir. Fervent défenseur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est bien cela? Oui, je suis membre de RDPC et je pense que le RDPC, c'est le parti qu'il nous faut aujourd'hui. Lorsqu'on voit tout ce qui se déroule avec, à travers tous les autres partis, je crois que ce n'est pas un mauvais choix. Ok. Maître Augustin Gueffak, bonsoir. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux de nous retrouver ce soir. Voilà. Avocat barreau du Cameroun, comme Maître Joseph-Claude Biliga. Bien sûr. Voilà. Maître, il y a ce document signé, document communication gouvernementale de René Emmanuel Sadi. Il est dit réponse du gouvernement face à la surenchère de certains partis politiques. Comment vous comprenez déjà ce bout? Non, ce bout... Cet ensemble de surenchère des partis, de certains partis politiques. Oui, ce bout, c'est juste parce que dans un dialogue, il faut 2 personnes et il faut écouter chaque son, il faut que chaque parti s'exprime. Sinon, le résumé de ce petit mot, c'est de dire que la position du gouvernement, on attend une seule personne, le président de la République, qui décidera. Donc pour le dire, il fallait que 2 membres du gouvernement se prononcent. Les 2 y ont utilisé chacun avec son niveau d'intelligence le mot qu'il fallait choisir. Et nous sommes en attente de ce que décidera le président de la République. C'est le résumé de ce petit mot. Pour le reste, nous sommes en démocratie. Mais vous dites que nous sommes en attente de ce qu'il va décider. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de report. Non. Qu'est-ce qu'ils disent? On va pas... Si vous lisez le document, les 2 n'ont aucun pouvoir. Ils se réfèrent au président de la République, à qui le dernier mot revient. Alors, pour le dire, ils tiennent informer le peuple de ce que, bien qu'étant des démembrements ou bien les messagers du président, ils n'ont reçu aucune consigne. Pour eux, s'il y aura report, c'est le président qui décidera. S'il n'y aura pas report, le dernier mot revient au président de la République. Ils n'ont pas choisi. Mais comme nous sommes en démocratie, ils apprécient l'expression démocratique des partis qui disent « ça ne va pas ». Et chez eux, le seul vocabulaire qu'ils ont, c'est la surenchère. Pour expliquer ou bien pour contourner les différents mots qui ont été décriés par ce parti qui trouve que rien ne marche. C'est ce que je comprends. Oui, Maître Joseph-Claude Biliga. Je ne sais pas si nous avons lu le même test ou bien nous avons suivi le même test.
Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai encore eu la peine de reprendre votre copie pour la lire et pour me demander si je ne m'étais pas trompé, si je n'avais pas suivi ou bien je n'avais pas bien lu le texte en question. Je pense que les ministres sont référés sur la loi. Oui. Notamment sur la loi sur la prorogation des mandats de conseillers municipaux qui donne à 18 mois, pas 18 plus. mois, pas plus. Donc, si aujourd'hui on demande au président de la République de faire une quelconque prorogation, cela veut dire qu'on veut dire au président de la République de violer la loi, de violer la Constitution. Je tiens à indiquer également que il ne faut pas qu'on pense un seul instant que parce qu'il y a un parti, je dis bien un, qui joue à ce qu'on appelle la danse bafia, qui danse, qui un matin dit, comme ceux qui vont pas aux élections, que la politique de la chaise vide ne paye pas, on a tous lu les vidéos, c'était dans une salle avec les militants de ce parti, où on a vu comment ils ont applaudi. 2 ou 3 jours, une semaine après, on vient dire que non, les conditions ne peuvent même pas y aller. Et aujourd'hui, on espère en réalité, parce qu'on sait quand même qu'on a posé un acte qui pour moi est grave, dans ce sens que on a bien reconnu que ceux qui ne vont pas aux élections, ceux qui font la politique de la chaise vide, n'ont qu'à se plaindre par la suite. C'est leur turpitude en réalité. Il ne faudra pas se plaindre de leur propre turpitude. Et on se rend compte qu'on est allé très loin, que les délais pour pouvoir déposer les dossiers ne sont plus là. Et maintenant, on essaie de faire... Moi, je ne parle pas d'assurance. L'assurance, c'est par rapport aux autres qui disent qu'ils n'ont pas pu déposer, ils n'ont pas pu faire le dossier. Mais vous savez bien que, sauf si on me dit le contraire, lorsque vous allez devant un sous-préfet, vous n'avez pas votre carte de membre du parti. Quand vous déposez votre demande d'extrait de casier judiciaire, on ne vous demande pas de carte de parti. Moi, j'ai déjà fait 3 élections. Et j'ai pu faire signer mes papiers. Je n'ai jamais dit quelque part que j'étais du RDPC et j'ai eu tous les papiers. Donc, de la même manière, j'ai également vu, je vous donne un exemple banal, dans la circonscription où je suis, dans mon département, dans ma commune, la personne qui était censée me remplacer, parce que j'avais dit depuis 6 ans que je ne serais plus candidat, et la dernière fois, donc, je l'ai dit de manière solennelle, cette personne qui devait me remplacer n'a pas pu constituer son dossier. C'est une dame, elle est du RDPC. Elle n'a pas pu avoir tous les éléments. Il lui manquait 2 ou 3 pièces qu'elle n'a pas pu avoir. Si on part donc du principe que le RDPC était favorisé, on aurait bien pu lui fabriquer un document pour qu'elle puisse déposer son dossier. Mais ce qui embête un peu, même, Joseph Philippe, c'est que le RDPC, beaucoup ne se sont pas plaints, ne se plaignent pas. Ben vous savez, nous avons la charge... Comment vous croyez? Non, je vous donne un exemple prêt, précis. Parce qu'on a vu, le MRC se plaint, le PC je vous ai donné un exemple bien... Le RDPC semblait... Je vous ai donné un exemple bien précis, qui est vérifiable. J'ai eu la chance d'être le tout premier et le seul à ce jour conseiller municipal de mon village, depuis 2002. J'avais estimé que j'avais fait beaucoup de mandats et qu'il était question que quelqu'un d'autre me remplace. Avant que le président la circulaire pardon? Avant la circulaire? Mais bien avant, c'était fait depuis plus d'1 an que je l'avais dit que je vais plus l'être. Depuis pratiquement 6 ans. La dernière fois d'ailleurs, je ne voulais pas être candidat. Il s'est trouvé qu'il n'y avait personne d'autre, je l'ai fait. Cette fois-ci, je dis, je ne vais plus. Mais je dis donc que la personne qui a désigné pour me remplacer, elle est du RDPC, elle n'a pas pu constituer son dossier parce que les pièces manquaient. Parce qu'elle a été confrontée aux mêmes difficultés. Lesquelles par exemple? Parce qu'il y a 2 types de difficultés. Certificat de... Elle n'a pas pu obtenir le bulletin numéro 3. Oui. À Idéa. Oui. Mon village c'est Andome. Elle n'a pas pu l'obtenir. Je crois qu'il y avait une deuxième pièce qu'elle n'a pas pu obtenir. Je ne me souviens pas. Mais au moins celle-là, ça je suis sûr et certain, elle n'avait pas. Donc elle n'a pas pu déposer le dossier. Vous imaginez bien que si... je crois même que les frais, je crois qu'elle n'a pas eu les frais non plus. Donc il y avait 2 pièces qu'elle n'avait pas les frais. Donc on ne peut donc pas dire aujourd'hui que ces personnes, toutes les personnes qui... Vous savez, le RDPC a la charge du gouvernement. Elle n'a pas pu obtenir le bulletin numéro 3, l'extrait comme vous dites, c'est du fait de qui? Parce que de l'autre côté, on pointe plutôt les autorités. Je vais commencer par vous dire une chose. Oui. Pour pointer les autorités, je ne dis pas qu'il peut pas avoir des zélés. Non, loin de moi celui-là. Il peut y avoir des autorités qui sont des zélés, des personnes qui font dans le zèle. Et je vais aller plus loin tout à l'heure en parlant de ça. Mais ce que je dis, c'est que les autorités n'ont pas la liste
des candidats des partis politiques pour dire que, pour discriminer, en disant vous êtes du SDF, vous êtes du PCRN, vous êtes de l'UPC, vous êtes du MRC, je ne vais pas signer vos papiers, mais je vais signer ceux du RDPC parce que les RDPC sont ceci. Ce n'est pas au faciès. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Sauf si on me prouve le contraire. Mais je vous ai dit, je ne dédouane pas les autorités. Pourquoi? Parce que même dans l'administration, il y a des autorités qui sont de l'opposition. Il ne faut jamais oublier cela. Lorsque vous allez regarder, moi j'ai vu tout à l'heure récemment la liste d'un certain nombre de personnes de partis politiques où j'ai retrouvé des anciens sous-préfets. C'est-à-dire ces personnes même qui aujourd'hui sont accusées de refuser de donner, d'interdire, je veux dire qui interdisent voilà, on les retrouve. Il y a quelques années, je crois, il y avait ce problème de SDF où un colonel était impliqué dans le meurtre d'une personne. C'était quand même un colonel de l'armée qui était à retraite et qui se retrouve dans le SDF. On peut citer tant de cas. Ça veut dire qu'en réalité, le fait qu'on soit dans l'administration, quand on occupe un poste administratif, ne veut pas forcément dire qu'on est de l'opposition. On a mis même des gens de l'opposition, je veux dire des gens de l'administration, qui sont dans les partis d'opposition, qui sont élus dans des conseillers, dans des conseils, qui occupent des postes, etc. Donc je veux dire que cela n'a rien à voir. Je continue de le dire, je ne dédouane pas l'administration. Et j'estime que si cela a été fait, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on empêche aux Camerounais, qu'ils soient du SDF, du MRC, de l'UPC, du UNDP, d'aller compétir parce qu'on veut passer des documents, c'est pas bon. Mais je dis, dire que c'est forcément du fait de l'administration contre un certain nombre de partis politiques, je dis, c'est pas vrai. Et je dis également, il ne faut pas que ces partis pensent que pour ceux qui ont décidé totalement de ne pas y aller, parce que comme ils ne vont pas y aller, on doit reporter. Ok. Ça, je vais compléter mon argument. Oui, allez-y donc rapidement. Oui, je vous ai dit à l'entame que le ministre des élections au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, avec son collègue, le ministre de la communication, sont venus porter un message simple, que le président de la République prendra les décisions le moment venu. Mon confrère qui est du RDPC a refusé de le lire. Permettez que je vous donne lecture. Le président de la République a dûment pris en compte l'évolution actuelle de la situation dans les régions concernées et qu'il saura prescrire toutes les mesures. Et qu'il saura prescrire toutes les mesures nécessaires. J'ajoute bien nécessaires. Ce qui veut dire quoi? Continuez. J'ai en fini. Non, allez-y. Ne commentez pas. Finissez cette partie. Permettez que je finisse. Okay, c'est moi qui parle. Vous avez dit que ça n'existe pas. Laissez-moi finir. C'est pas ce que j'ai dit. Laissez-moi dire on n'a pas dit que le ne manipulez pas mes demi-mots. Laissez-moi finir avec la phrase. Je vous ai dit, le ministre Atanganji et le ministre de la Communication sont porteurs d'un petit message. Mais la décision revient au président de la République. Vous avez dit ce n'est pas écrit. Voici donc ce qui est écrit. Le président de la République a dûment pris en compte l'évolution actuelle de la situation dans les régions concernées et qu'il saura prescrire toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des élections dans ces zones. Dans cela, je vous explique ce que j'entends. Okay, je ne suis pas avec vous. C'est bon. Au futur, quand? Qu'est-ce qu'on entend par les mesures nécessaires? Réviser la loi? Calmer le peuple qui gronde? C'est de ça qu'il est question. Donc pour l'heure, le ministre de l'administration territoriale ne sait pas ce qui sera fait. Le ministre de la communication, celui qui sait ce qu'il faut faire, c'est le président de la République. Pas l'intelligence Non, permettez. On va reprendre tout le truc, le paragraphe du ministre. Ça c'est le document du ministre Sadi. Il dit bien ceci. De même, est-il loisible de penser, voire d'affirmer que, fort de sa haute posture et des éléments d'appréciation en sa possession, le président de la République a dûment pris en compte l'évolution actuelle de la situation dans les régions concernées et qu'il saura prescrire toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, le bon déroulement des élections dans ces deux régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Vous croyez pas que c'est clair? C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il n'y aura pas d'élection,
le président, avant de prendre la décision qu'il y aura élection, a pris en compte toute la réalité. Mais en même temps, même de facto dit que... Non. Ils sont porteurs d'un message. La décision finale va la décision, le porteur de message dont tu parles. La décision... Une minute, Mathias Kameni, je vais vous passer la parole. Donc ne vous inquiétez pas. Après, je disais que, sauf si le français qu'on a appris n'est pas le même, le président a pris en compte la situation avant de prendre la décision de donner aux élections, parce qu'il faut quand même l'avouer, il ne faut pas le lier, dans les cas exceptionnels. Dans les cas exceptionnels, le président de la République peut être amené à reporter les élections. Ça, c'est... Non, tu parles de droit. Enfin. Non, moi, ça, je parle de droit. C'est dans les nécessaires. Mais ça ne résulte pas de ce qui a été écrit. Nulle part. Okay. Le président a pris en compte cette situation. Et sur cette base, il a demandé que les élections soient faites. Et il prendra toutes les mesures pour que ces élections aient lieu à date et dans cette région. Voilà ce qui ça veut dire. Mathias Kameni, justement, le ministre Paul Atangandi dit que le boycott proviendrait d'une peur de perdre la face. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous avez décidé de partir parce que vous avez peur de perdre la face? Pas du tout, MRC? Pas du tout, Serge Alain. Nous pensons que les anglophones, le NOZO est une priorité pour le Cameroun et que nos frères qui vivent là-bas, nous sommes en toute solidarité avec eux et que si nous décidions d'aller aux élections dans ces conditions, c'est que nous avons validé la sécession. Et pour cela, nous avons décidé de ne pas aller aux élections sans que cette zone soit pacifiée. Alors, ceux qui ont décidé, ils prennent part. C'est ceux qui ont dit hier qu'il n'y avait pas de problème anglophone, c'est ceux qui les ont massacrés, c'est ceux qui les ont emprisonnés, c'est ceux qui les ont dépourvus de leurs biens. Aujourd'hui, ils demandent d'aller aux élections, comme pour leur dire que vous ne nous servez à rien, alors vous avez décidé, faites de la sécession, alors nous vous laissons dans cette zone, faites de ça ce que vous voulez. C'est ce que c'est le message que le RDPC a envoyé aux anglophones. Maintenant, pour revenir à Atangandi, Serge Alain, ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait son one-man show, j'appelle ça le one-man show. Il avait également fait sur France 24, c'était à Paris, où il disait que le dialogue était déjà fait, et qu'on ne devait plus faire un autre dialogue. Et après, son roi l'a désavoué. Il a convoqué un semblant de dialogue. Et c'était pour désavouer M. Atangandi. Ça, c'est d'un. Et de deux. Quand Maître dit que... Quand Maître Belinga dit que les sous-préfets ne font pas de la complicité. Je vais vous dire ce que j'ai vécu à Douala 3e avec le sous-préfet M. Aïssi. Il a refusé de signer mon certificat de domicile. Il savait que vous étiez MRC parce que c'est la question. Effectivement, quand vous je vais y arriver. Qu'est-ce qui prouve? Je vais y arriver. Oui. Avant ce jour, ils avaient tenu des réunions secrètes. Secrètes? Mais je dis bien secrètes. Ils se sont organisés comment les militants du RDPC devaient arriver et qu'on devait les reconnaître. Or, quand nous, les militants... on devait les reconnaître comment? On devait les reconnaître. C'est ça que je vais vous expliquer. Oui. Ça veut dire que tous les autres candidats de l'opposition qui arrivaient en désordre, c'est-à-dire 1, 2, étaient immédiatement reconnus. Oui. Parce que si... LDPC, ils arrivaient en groupe? Effectivement, ils arrivaient en groupe, étant très bien organisés. Je vais vous dire comment. J'ai bien observé. Et nous avons fait ces enquêtes. Ils ont tenu des réunions secrètes. Un jour avant, ils ont dit comment les militants du RDPC devaient s'organiser pour venir pour être reconnus. Parce que moi, quand j'arrive avec mon certificat de domicile, il dit qu'il faut le titre foncier. Il dit qu'il faut le titre foncier. Ouais, vous m'avez dit ça. Je lui sors le dossier technique. Je lui dis, j'ai introduit, mais pour le moment, mon dossier technique est sorti. Je m'en vais le chercher dans le véhicule. Je viens avec mon dossier technique. Il prend, il lit. Il dit, c'est écrit, immeuble non bâti sur mon dossier technique. Je lui dis, mais attends. Vous regardez bien la date d'introduction. C'était le 17 octobre 2017. Ça veut dire que quand j'ai introduit, entre-temps, j'ai bâti. Et c'est sorti quand? C'est sorti le 2 octobre, c'est sorti le 2 octobre 2019. Alors, il me dit non, de toute façon, j'ai demandé le titre foncier. Alors, je replie. Je pars donc voir ma suppléante. Madame Etemeleme, qui est du centre. Je lui dis, la situation est compliquée. Alors, il faut que tu ailles voir ce monsieur
c'est un monsieur ici, il faut lui causer le patron pour qu'il signe ton certificat de domicile. C'est ce que je dis à ma suppléante. Elle entre avec la photocopie de sa carte nationale d'identité et son certificat de domicile. Dès qu'elle entre, elle cause le patois, le sous-préfet signe sans regarder. Je dis la signer sans regarder. Alors elle sort, c'est elle qui sort me dit vraiment ce pays. Je dis ma suppléante, elle est là et elle me regarde. C'est elle qui sort me dit vraiment ce pays est gâté. Comment des autorités peuvent-ils avoir ce genre de comportement? Je dis c'est ce que je l'ai vécu, ma suppléante, elle me regarde. Il a signé sans regarder. Donc, c'est pour dire que le tribalisme du RDPC est avéré. Ça, on ne va pas le cacher. Et ce qui est plus grave, c'est que il est allé... Est-ce que le sous-préfet du RDPC ou... Mais attendez, c'est des militants du RDPC. Les sous-préfets? Mais bien sûr, que ce soit sous-préfet, que ce soit gouverneur, que ce soit... Tous c'est des militants. Ils se félicitent même de le dire. Certains nous disent, même je suis du RDPC, allez rendre compte, c'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, allez rendre compte. Mais ils se félicitent. Ok, merci. Donc, je voulais poursuivre en vous disant qu'il est même allé plus loin. Il est allé jusqu'à au centre des impôts pour dire au chef de centre des impôts de CDI 14 les documents qu'elle sortant même de sa compétence. Les documents qu'elle doit demander pour avoir l'attestation de non-redevance. Mais c'est très grave, Serge. C'est pour vous dire combien de fois il y a des entachements, il y a des complicités. C'est-à-dire quand tous ces mécanismes sont mis en place, pour une élection, nous pensons que le jeu est faussé d'avance. Et nous ne pouvons pas y participer parce que tout est arrangé d'avance. Ok. Fabrice Toli, bonsoir et bienvenue. Merci Serge Alain et permettez que je présente mes excuses à vos millions de téléspectateurs pour ce retard. Il faut dire que la ville est assez serrée. Ça n'a pas été facile pour moi de rallier votre studio ce soir. Plein d'excuses. Voilà, ça a été facile pour les autres de rallier le studio. Voilà. Tout dépend de la destination de nos merci. Voilà, vous êtes le responsable de la communication du PCRN pour le littoral, c'est bien cela? Oui, exactement. Voilà, Fabrice Toli, vous avez demandé 15 jours de plus pour pouvoir compléter vos dossiers. Les Kamadi, le conseil électoral l'a dit niet, il y a même les ministres qui ont dit hier. René Massoul ça dit, on va beaucoup le citer ce soir. Il dit, il convient de relever le fait que tous les candidats appelés à prendre part au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ont été soumis aux mêmes contraintes et ont fait face aux mêmes difficultés et ont dû tous se conformer aux exigences de la loi. Ils disent qu'ils ne comprennent pas que pour certains partis, alors que c'était les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, pourquoi vous demandez 15 jours en plus? Oui, malgré le retard que j'ai accusé, j'ai pris quand même la peine, ou alors le soin d'écouter Maître Biliga qui représente le RDPC ici. C'est sans dire dans son analyse le fait que une fois que le corps électoral a été convoqué, on a accusé une semaine à papoter sur la question du certificat d'imposition de non-imposition qui en 2015 est devenu l'attestation de non-redevance. Cette semaine-là, parce que la sortie du directeur général des impôts, Modeste Mopa, intervient exactement une semaine après la convocation du corps électoral. Est-ce qu'il fallait à tout prix commencer par cette pièce-là? Permettez que je développe ces commencer par d'autres choses. En réalité, vous savez que la loi dit que lorsque une seule pièce manque dans le dossier de candidature, dans une liste d'un seul candidat, le dossier peut purement et simplement être rejeté. C'est la loi. Alors le fait qu'une semaine, les candidats se retrouvent à tergiverser, encore que pour payer la caution, qui est l'élément final de la constitution du dossier, il faudrait avoir son dossier complet. Alors, lorsque nous interpellons le PCRN, le Conseil électoral, à l'effet de proroger ces 15 jours, il faut dire que le PCRN est en droite ligne avec la loi. Parce que le Conseil électoral, c'est de son ressort, c'est de sa compétence. Maintenant, je voudrais rappeler peut-être avant d'aller au fond de ce sujet que l'élection en tant que telle n'appartient ni aux partis politiques, n'appartient ni au gouvernement. L'élection en tant qu'élément de choix des représentants du peuple appartient justement au peuple. Les candidats sortent du peuple.
pour décider de représenter ce peuple? D'où vient-il que 2 ministres, on a l'habitude de ministre de l'administration territoriale avec ses sorties entre guillemets hasardeuse, vous me prêterez l'expression, mais que M. Emmanuel Sadi, qui a une attitude plutôt responsable des fois, se prête à cette gadoue, donne l'impression qu'en réalité, ce qui se dit dans les chaumières, à l'effet de ce que Elekam est une antichambre du RDPC, ou alors est un machin, entendu ici pas comme un élément péjoratif. Vous savez, quand quelque chose vous appartient, vous avez la latitude de faire de cette chose ce que vous voulez. C'est exactement ce que la sortie de M. Tangandji et de M. René Emmanuel Sadi, grand ministre de la République, donne l'impression à Elekam. Maintenant, lorsque le président national du PCRN introduit ce recours, tout le monde fait face aux mêmes difficultés. Effectivement, il est simplement question de se dire que, naturellement, sa sortie ne singularise pas l'action sur les candidats du PCRN. Parce que, va-t-on dire, la difficulté a été pour tout le monde. Naturellement, si la difficulté a été pour tout le monde, il est dans de bon ton. Et moi, je voudrais d'ailleurs féliciter ceux qui ont suivi. Il est de bon ton que Il est de bon ton que les 15 jours demandés en prorogation soient acquiescés par le Conseil électoral et non pas que nous assistions à une sortie abracadabrante qui vient simplement témoigner aux yeux du monde que ce qui se dit d'Elekam, qui a quand même essayé de faire un travail minimalement juste dans le cadre de la réception de ces dossiers, du moins tout ce que Elekam pouvait faire à son niveau, il le faisait de manière à ce que les candidats ne soient confrontés à aucune difficulté. D'où vient-il que cette sortie arrive? Je voudrais finir, Serge Alain, si tu permets, pour dire que, à la vérité, Elekam a une responsabilité actuellement, c'est de laver son nom, comme on dit trivialement au quartier. Elekam doit redorer son blason en se disant que le président du conseil électoral, on va s'adresser à lui spécialement, il n'est pas le collègue du ministre. Ils ne sont pas collègues. Il dirige un organe qui est indépendant. Il devrait être même le premier à s'insurger de cette sortie, qui en réalité est une sortie en ses lieux et places. Ces ministres ont-ils eu mandat de M. Abraham Ekbe? Je pense que non. Il a donc une chance, avec la requête du PCRN, de redonner, de regarnir le blason. Ça a été précisé la semaine dernière. Maître Ngefa, sur l'opportunité, le timing de cette sortie, on sait quand même que c'est depuis plus d'une semaine, 2 semaines, que on entend des récriminations. Les sous-préfets, ils sont par la poste. On a même reçu sur ce plateau des gens qui demandaient, ils exigeaient la sortie du MINAD pour rappeler à l'ordre ces sous-préfets-là, indélicats. On n'a rien vu venir, mais comment comprendre que ce soit après la fermeture des dépôts de dossiers que le ministre de l'administration territoriale fasse sa sortie? Alors qu'on l'attendait pour... On ne jette pas l'anathème sur tous les sous-préfets. C'est quelques-uns seulement. Comment comprendre cette sortie après la date? Serge Alain, pour rester juriste, la sortie du ministre de l'administration territoriale en compagnie du ministre de la communication ne vise qu'un seul objectif: influencer le comportement de la juridiction compétente en la matière. C'est tout ce qu'il faut retenir. Sinon, les plaintes ont été déposées à qui de droit. Les décisions sont attendues, mais voilà le pouvoir État qui donne le sens de la décision à travers ses bras séculiers. Je ne vois pas le conseil électoral qui est nommé par ce pouvoir en train d'aller à l'encontre. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur coup. À mon vision, lorsque vous parcourez les 8 pages de ce communiqué, ce qui vous frappe, c'est le degré de colère des 2 ministres. Ils sont tellement énervés contre les 3 partis qui jeûnent. Tellement énervés. Et tellement ils sont en colère que le conseil électoral est obligé
de les suivre. Vous voyez un peu. Cette sortie était inopportune parce qu'en réalité, je viens de vous lire le passage, ils n'apportent aucune décision en dehors de leur colère. Ils vous indiquent ce qui doit être fait. On attend le président de la République qui va donner les instructions de comment ça marchera. Alors, dès lors qu'on attend le président de la République, il faut laisser l'institution en charge de gérer les requêtes, faire son travail sans pression. Nous appelons cela les pressions. Donc cette pression fauche davantage. Et ça devient même l'objet de notre entretien ce soir. C'est maintenant que tout le monde sait qu'il y aura élection, puisque le président de la République n'a encore rien dit. Parce que là, nous sommes dans une hypothèse. Et le ministre, les porte-paroles sont clairs. Attendons le président de la République. Dans l'attente du président de la République, moi, citoyen, avec ma carte d'électeur, j'ai deux positions. Si le président fait glisser les élections, ou bien maintient les élections, comme ça sera quel sera mon comportement? Alors, dès lors que je dois résoudre cette question, il me revient premièrement de dire, si jamais il y a glissement d'élections, alors j'attendrai les recommandations nécessaires, telles que les ministres ont dit. Parce que glissement d'élection ne veut pas dire interdiction d'élection. Il y aura un jour élection. C'est ce que le communiqué dit. C'est ce que mon confrère Biliva a vite perçu et il voulait m'empêcher de vous dire. Donc, s'il y a glissement, chacun attendra. Mais s'il y a élection, et c'est ça la réalité, le RDPC contre qui? C'est la question de ce soir. S'il y a élection, le PCN, en principe, va partir, parce que la requête attend une solution. Le conseil électoral va statuer. Le FDF est en train de réfléchir. Le MRC a déjà dit au revoir. Il reste donc qui en face? Parce que c'est ça le problème. Qui en face contre le RDPC? Ce virus qui est en face là, est-ce qu'il peut vraiment justifier la colère du discours de ces deux ministres? J'invite tous les Camerounais à relire ce discours et de noter tous les mots qui dénotent, qui expliquent mieux la colère de l'État face à la situation que l'opposition crée, pour comprendre le degré de difficulté que l'opposition a réussi à installer dans la vie politique du Cameroun ce jour. Maître Biliga, oui, je ne sais pas si nous... en colère? Non, j'ai l'impression que mon frère Nguefa se fait une fixation sur un texte que nous tous on a lu et qu'on a très bien compris. Mais je note tout à l'heure quand il parlait son voisin, il disait oui, il y aura l'aéroport. J'ai l'impression que la bataille aujourd'hui du MRC et de ses acolytes, comme Maître Nguefa qui en fait partie, c'est de faire tout pour qu'il y ait report de l'élection. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de regretter. Parce que je me rappelle très bien, lorsque ce problème de dossier ça a commencé à se poser, c'est-à-dire, il disait, lorsqu'on veut marcher, on nous empêche de marcher. On nous dit, il faut aller aux élections. Quand on veut aller aux élections, ils nous empêchent d'aller aux élections. Ils l'ont très bien dit, sur les chaînes de télévision, ils l'ont dit, on l'a suivi sur les plateaux de télévision, et je vous dis, nous avons suivi le professeur Kanto, je crois le 19 novembre, c'est-à-dire le jour bien après que le président de la République ait convoqué le corps électoral, on l'a entendu sur vidéo, et ça circule aujourd'hui, disant qu'ils doivent aller aux élections et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas aux élections. À ce moment-là, le conflit du Nord-Ouest était toujours partagé. Il n'y avait aucun élément nouveau par rapport au conflit du Nord-Ouest. Il n'y avait aucun élément nouveau par rapport au code électoral. Il n'y avait aucun élément nouveau justificatif 5 jours plus tard de ce revirement en disant on ne va plus aux élections. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les raisons. Mais je dis, le ministre de la Communication, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Communication, c'est le porte-parole du gouvernement, il a le droit d'intervenir, d'un, en tant que citoyen, et de deux, en tant que représentant du gouvernement, pour parler de la position du gouvernement. On ne peut pas interdire à deux membres du gouvernement de parler. Alors que mon ami Nguefa, Mathias Kameni, nous et moi, Biliga, nous parlons pour l'adresser aux Camerounais. Où est le mal que de parler? Maintenant, par rapport à l'EDECAM, peut-être qu'ils pourront réagir, mais nous savons tous qu'ils ont reçu la demande de
de PCRN quelques jours avant qu'il ne siège ou la veille. Et dans leur communiqué, ils ont, je peux dire, ignoré totalement. Ils ont statué et ils ont dit que les élections commençaient. Et continuer. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas pris compte de ce que PCRN a indiqué. Donc, ils ont répondu à PCRN. Si PCRN estime que ce n'est pas une réponse et qu'il faut saisir, je ne sais pas quoi, la justice d'une manière ou d'une autre, ils n'ont qu'à le faire. Mais pour le moment, ELECAM, moi je pense, je peux me tromper, a répondu et le gouvernement n'a pas répondu à la place d'ELECAM. Le gouvernement a répondu parce que c'est également son rôle que de répondre. Et je dis, je l'ai toujours dit, il ne faut jamais dire jamais, il n'y aura jamais. Mais sur la base du texte que les ministres ont signé ou de leur intervention télévisée, et lors de la conférence de presse, je voudrais dire, nulle part il est dit qu'on attend du président de la République qu'il puisse faire un report. Et pourquoi parlez-vous de report? Si vous estimez que vous ne voulez pas aller aux élections, mais c'est votre droit. Et je me demande même pourquoi les gars de MRC envahissent les plateaux de télévision pour parler des choses qui les concernent. Vous n'êtes plus concernés par les batailles. Non, la campagne n'a pas encore commencé. Mais si, ils ne sont pas concernés. Ils sont plus concernés parce que... Le moment venu, on avisera. Ils ne sont pas concernés. Le moment venu, on avisera. Parce que on parle encore des problèmes de la nation. Dans 5 ou 6 ans, ils ne pourront même pas diriger le pays. Donc je veux dire que pour moi, à leur place, je ferai profil bas. En me disant, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a raison, prenons le temps, organisons-nous, en espérant qu'au moment où nous voulons aller aux élections, on aura encore 1 ou 2 membres qui seront avec nous. Parce que vous le savez très bien, et c'est ce que certaines personnes ont reproché au MRC, ou à leur leader, c'est d'avoir attendu le dernier jour, à moins de 5 ou 10 minutes, je sais pas, de 5 heures, pour la fermeture de dossier, pour pouvoir dire qu'ils n'allaient pas aux élections. Qu'est-ce qui l'aurait empêché? Monsieur, laisse-moi parler. Qu'est-ce qui l'aurait empêché, par exemple, de donner l'opportunité à ceux qui veulent partir aux élections, de leur dire même 2 ou 3 jours avant, vous aurez vu que beaucoup de personnes de MRC seraient allées aux élections. Vous avez suivi N'Djamène. Vous avez suivi l'intention de la sortie de N'Djamène qui est de MRC. Donc je veux dire qu'il ne faut pas nous donner l'impression que le salut sur le MRC. Nous avons vu à travers un certain nombre de dates, un certain nombre de positions. Moi hier, avant que j'ai fait un post, j'ai eu combien d'insultes. Parce que j'ai dit qu'on ne peut pas en même temps dire que le tribunal ministère est compétent en y envoyant des gens et en déposant plainte contre des personnes civiles dans le tribunal militaire. Et lorsque c'est vous qui êtes accusé, vous dites que le tribunal militaire est incompétent à la suite de l'intervention du professeur qui disait que depuis plus de 10 ans, il citait un certain nombre de textes qui disaient que le tribunal militaire était incompétent pour juger les civils. Et ils sont complètement pas juger les civils, mais vous êtes quand même allé le faire. Donc je veux dire que, je terminerai par là. Vous savez, je ne parle pas généralement beaucoup, mais je veux dire que, je termine en disant que, soyons cohérents. Ok. Voilà, Mathias Kameni, sur cette situation, si vous avez demandé, que vous avez constaté que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure, vous demandez la révision du système électoral et vous avez également évoqué les tracasseries administratives. C'est d'ici là. Il y a le SDF également qui a tourné jusqu'au 9 au président de la République pour résoudre la crise. Si la crise, disons-le, est résolue avant le 9, le MRC fait quoi? Vous revenez? Serge, avant de répondre à votre question, je vais d'abord revenir à ce que a dit Maître... Non, on perd beaucoup de temps. Non, parce qu'il a dit qu'il paraît que nous regrettons d'avoir refusé d'aller à ces élections. Oui, nous regrettons. Nous regrettons le fait que le RDPC veut traverser sur le sang des Camerounais pour aller aux élections. Nous regrettons le fait qu'ils excluent une partie des Camerounais d'exercer leurs droits pour aller aux élections. Nous ne sommes pas d'accord. Et nous avons posé des conditions. 3 conditions. Le toilettage du code électoral. Parce que Maître Belinga le sait. Avec ce code, même Jésus-Christ ne peut pas gagner les élections. Il le sait. Et nous ne voulons pas être, n'est-ce pas, engloutis dans le piège du peuple. Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que
arrangé avant. Parce que nous sommes sûrs, qu'en allant à ces élections, nous devons avoir la majorité absolue. Mais le RDPC, j'ai dit nous sommes sûrs. J'ai dit nous sommes sûrs. Nous, MXC. Nous, MXC, vous allez parler après. Nous, MXC. Mais je ne peux pas vous laisser une seconde. Juste une question, s'il vous plaît. Le 19, lorsque le professeur Kamto chantait, disait devant les femmes, en disant nous irons aux élections, vous n'étiez pas au courant de tout ça? Le 19 novembre, après la convocation du corps électoral, lorsqu'il va dans le réunion des femmes de MRC et il dit nous allons aux élections parce que la politique nationale de l'Église avait payé, vous n'étiez pas au courant du fait qu'il fallait faire un toilettage de l'élection, le code, qu'il fallait. Maître Belinga, je suis de Ndom. C'est mieux comme ça. Effectivement, le président élu Maurice Kamto est un demi-dieu en droit qui a des renseignements qui le remontent à toutes les secondes. Donc avec lui, tout peut changer à tout moment en fonction des renseignements qu'il a. Et effectivement, les renseignements qui le remontent, c'est que vous avez déjà organisé les élections avant. Il refuse de se jeter à ce genre. Mais bien sûr, tout était déjà fait avant, puisque tout était déjà préparé. Monsieur, laissez-moi parler, monsieur. Vous ne voulez pas que le peuple soit au courant de ce que vous avez des renseignements de vous ne voulez pas que le peuple soit au courant de ce que vous avez fait. Je dis ceci. Je dis ceci. Laissez-moi poursuivre. N'avez-vous pas prétendu je dis ceci. Laissez-moi poursuivre. En 2018. Laissez-moi poursuivre. Le peuple et des renseignements qui nous remontent à la surface fait état de ce que les élections ont été déjà faites avant et que les sièges ont été déjà distribués. Alors le MS se refuse de jouer à ce jeu. Nous avons refusé d'aller vous accompagner, d'aller porter votre sac à l'Assemblée. Nous, nous avons refusé. Ensuite, c'est le nord-ouest, le sud-ouest, effectivement, nous ne comprenons pas pourquoi nous refusons d'aller à une élection, mais ça vous dérange plus que nous. Mais ça demande de être pas du tout. Mais sur tous les plateaux, vous voulez le report. Non, c'est vous qui en parlez. C'est vous qui en parlez. C'est vous qui en parlez sur tous les plateaux. On vous voit sur tous les plateaux. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Ce qui se cachait derrière, c'est ce que je dis. Le report, pourquoi? Alors, nous ne pouvons pas assumer votre publicité. C'est que je n'ai pas terminé. Et il a dit, et il a dit, il venait de dire qu'ils étaient préparés à gagner pour continuer à diriger. Mais monsieur Biya, vous êtes là depuis 37 ans. Mais descendez chez moi, à Douala 3 ans, Mbanga Pongo. Les populations vivent sur pilotis à cause du simple marais. Mais allez à Makepe, Musoke. Peut-être vous êtes dans votre village, descendez là-bas et vous verrez. Pendant 7 ans, monsieur. Mais je vous en prie. Il n'y a pas de l'eau à boire. Il n'y a pas de l'eau à boire. Les gens meurent devant les hôpitaux. Parlons de prise en charge. Un comptable de 37 ans. Mathias Kamani, votre président est comptable de 7 ans. Maître Biliga, je vous en prie. Ah, excusez-moi. Oui, Fabrice Toueli, vous avez demandé 15 jours. Le conseil électoral s'est prononcé. Qu'est-ce que vous faites? C'était une menace. Votre leader a dit, si on n'obtient pas ces 15 jours, on n'y va pas. Et la position actuelle du PCA. Vous y allez? Il faut déjà faire peut-être la précision, pour corriger un pan de votre question. Il ne s'agit pas d'une menace. Voilà. Je crois que hier encore, le président national du PCRN a commis une vidéo sur sa page officielle où il a présenté en Mondiovision les éléments factuels, palpables qui se trouvent dans la requête adressée au conseil électoral, notamment les camarades qui sont partis des 4 coins du pays avec des dossiers en main qui finalement ont été complétés mais n'ont pas pu payer de caution parce que justement on fait face à un certain nombre de choses qui ont été évoquées ici. Les maires qui désertaient leur bureau, le problème de l'attestation de non-redevance, les difficultés avec les employeurs qui en même temps se retrouvaient être des patrons d'entreprises qui exigeaient les lettres de démission de ces employés qui avaient décidé d'être candidats. Vous comprenez que c'est assez délicat. Des lettres de démission de leurs emplois, parce que en même temps, en tant que maire, ils étaient propriétaires de ces entreprises et ils exigeaient donc que ces employés-là, leurs employés entre guillemets, n'avaient pas qualité à vouloir servir leur pays
parce qu'ils travaillaient chez eux. Je voudrais faire remarquer à M. Biliga que la prise de parole pour tout individu est sacrée. Lorsque nous prenons la parole en public tel que nous le faisons ici, il faut être assez mesuré et conséquent. Que M. Biliga, qui représente le RDPC, nous laisse entendre que les ministres de la République ont le droit de prendre la parole sur des questions qui échappent à leurs compétences, j'ai peur. Je voudrais simplement rajouter que le Conseil électoral, je vais au risque de me répéter, parce que nous sommes ici en réalité dans le débat que nous faisons, qui a vocation à nourrir l'opinion et à résoudre des problèmes, de dire au Conseil électoral qu'ils ont une responsabilité énorme qu'ils pèsent sur leurs épaules. À défaut de faire une sortie solennelle pour recadrer celle de ces ministres qui ne sont en rien leurs collègues, à qui ils n'ont aucun compte à rendre, contrairement à demander à Abraham Egbe de faire un communiqué qui recadre ces ministres. Il a ce droit. Il est le président du Conseil électoral qui est indépendant. Ça veut dire que où il se trouve, il ne reçoit d'ordre ni même du chef de l'État. Il reçoit d'ordre de personne. Il est indépendant, sauf si le mot revêt d'une autre signification. Je ne me trompe pas de pays, j'essaye simplement de dire que la politique à laquelle nous au PCRN, nous adhérons, que nous décidons de mener, est celle qui se veut juste et équitable pour tous. Alors, la règle de jeu dit que le Conseil électoral est compétent avant, pendant et après le scrutin. Peut-être après, lorsque il rend les résultats, les débats peuvent se retrouver au niveau du tribunal administratif et autres. Mais, chemin faisant, il est compétent pour décider de ce qui doit être fait. Alors, lorsqu'une requête comme celle-là entre et qu'ils se réunissent en conseil et n'évoquent pas, justement, je voulais également apporter un rectif à ce niveau, le Conseil électoral n'a pas fait de sortie à contrario à cela, il a simplement ignoré ces deux choses. Donc, il a encore le temps, je pense que d'ailleurs, il s'est laissé le temps de pouvoir observer la situation évoluer et de pouvoir enfin se décider. Nous souhaitons donc, pour le bien du Cameroun, du peuple camerounais, de tous ceux qui désirent servir leur pays, que cette prorogation soit effective afin que les uns et les autres puissent compétir. Je finis en disant que Maître Biliga et ses camarades du RDPC auront très tôt, lorsque les listes auront été publiées par Elecamp, de dire que effectivement, cet anathème a déjà commencé à être jeté sur le MRC qui s'est retiré. C'est son droit, c'est sa stratégie. Sur le fait que voilà, les partis politiques n'ont pas pu couvrir l'ensemble des circonscriptions électorales. Ça aurait été très vite oublié que une requête comme celle-là a été introduite qui a fait montre, preuve à l'appui, de ce que les Camerounais n'ont pas pu convenablement, selon les règles de l'art, constituer leur dossier. Alors lorsque on l'a dit, est-ce que c'est un heurt à l'indépendance ou alors à la grandeur de qui que ce soit? Il est simplement question d'attirer l'attention parce que peut-être cela leur a échappé, de proroger cela et de donner aux candidats la possibilité d'aller à la compétition pour servir leur population. Maître Ngefa, oui. Est-ce qu'il y va de l'intérêt même du Cameroun de ne pas voir le parti du second à la présidentielle ne pas partir à ces élections, le troisième PCRN, Cabral Libi, Joshua aussi, avec le SDF, le RDPC tout seul. Parce que ce sont les principaux challengers de Paul Biya qui posent un certain nombre qui mettent au goût du jour, mettent en avant les problèmes pour ces élections de février 2020. Et de l'autre côté, on semble faire la sourde oreille. Oui, Saint-Jalin, pour vous répondre, j'espère que mon confrère Biliga, qui m'attribue toutes les compétences dans tous les partis d'opposition, va me laisser développer. La question que vous me posez, c'est de savoir est-ce qu'il y a lieu de reporter ou non les élections.
Les deux ministres qui ont communiqué ont donné les réponses. Il faut juste lire pour comprendre. La première réponse, c'est que tous les grèves soulevés par les différents partis d'opposition, ils ont acté. Je vais vous dire. Voici ce que disent les deux ministres. Il convient de relever le fait que tous les candidats appelés à prendre part au double scrutin législatif municipal ont été soumis aux mêmes contraintes. Je reste sur contraintes. C'est-à-dire aux mêmes difficultés. Et dès lors qu'il y a difficulté, ces contraintes, celui qui doit lever nous dit quel est le comportement, quelle est l'attitude à adopter, s'appelle le conseil électoral. Ce n'est pas Maître Biliga qui donnera la solution, ce n'est pas le PSA, ce n'est pas le SDF, ce n'est pas le MRC. Le conseil électoral ne s'est pas encore prononcé. Donc, premier bloc de difficulté, aucun individu, fût-il membre de quelques grands partis politiques, ne peut trouver de solution. Maître, je reviens à vous. Le second, non, je vous ai dit qu'il y a je reviens après le journal. Hein? Vous voulez pas qu'on fasse le journal, Maître Gefa? Non, journal. Non, je voulais finir avec le second. Non, Maître, oui, on va revenir après, pendant le débrief. Le temps d'aller rencontrer Cédric Meflé qui va nous dérouler les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de ce stade Paul Biya et son complexe sportif qui cristallise l'intérêt des Camerounais au moment où une nouvelle mission d'inspection de la CAF est annoncée. Le gouvernement dos au mur joue sa dernière carte, mettant la pression sur la nouvelle entreprise afin qu'elle identifie les points à construire dans l'urgence et le sort des ouvriers travaillant avec l'entreprise italienne dont le contrat a été résilié reste encore incertain. Vous verrez ce soir comment le ministre des Sports s'y est mobilisé afin de mettre déjà la pression sur la nouvelle entreprise chargée de poursuivre ses travaux abandonnés depuis près d'un an. Nous irons sur les routes de Ngoumou et au Télé dans la région du centre et vous verrez le parcours de combattants de nos reporters qui ont fait face à des routes impraticables. Les populations là-bas n'ont de cesse de déplorer l'abandon des pouvoirs publics. Illustration dans un grand reportage à suivre au cœur de ce journal. Nous parlerons également de cette expulsion d'une Camerounaise suisse également qui a été expulsée de la Côte d'Ivoire pour la Suisse à la suite de ces dénonciations relatives à l'emprise de la France sur la zone franc en Afrique. Ces pays qui ont en commun l'utilisation du franc CFA. Les circonstances de cette expulsion ont suscité une vague d'indignation sur le continent africain. On fera le point sur les critiques des Africains face à l'attitude du gouvernement ivoirien. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Madame, Monsieur, on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour le débrief du journal. Place tout de suite donc, Madame, Monsieur, au journal de Cédric Meflé. Rendez-vous demain 20h. Madame, Monsieur, dans un instant la suite. Equinox Soir. Sur le plateau Equinox Soir, c'est le débrief du journal, deuxième partie consacrée donc au débrief du journal, toujours en compagnie de Fabrice Toueli Biamou, Mathias Kameni, Maître Augustin Gefa et Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Biliga, on a suivi, hein, moi c'est les propos du ministre Narcisse Moïle-Kombi qui nous intéresse ici. Il a parlé de loterie. Voilà des employés qui ont travaillé sous Gruppo Piccini. Gruppo Piccini est parti. Il y a le Canadien McGill qui arrive. Sur le plan social, est-ce qu'on ne devrait pas accorder la priorité aux anciens du Gruppo Piccini, du Stade Olembe? Il faut noter que le ministre, le ministre a dit, hein, il a dit ce qu'il a dit, mais ce n'est pas forcément ce qui va engager la compagnie, l'entreprise McGill. Moi, je ne pense pas que le ministre
est le directeur général de cette compagnie. Et je crois, à mon sens, qu'il y a de fortes chances que beaucoup de ceux qui sont déjà dans le chantier, qui ont quand même la maîtrise de ce chantier, puissent être retenus, puissent être prioritaires. Moi, je pense que ce qui va se passer, peut-être que le ministre, en parlant de loterie, ça veut dire, peut-être, il disait, c'est peut-être pas tout le monde qui sera pris. Ça, on peut l'imaginer. Il peut arriver que l'entreprise, le nouveau adjudicataire du marché, dans la nouvelle entreprise, estime qu'il y a peut-être beaucoup plus de personnes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre tout ce monde-là. Et peut-être c'est dans ce sens qu'on peut parler de loterie, c'est dans ce sens qu'il y a certains qui seront pris. Cette entreprise n'ayant pas forcément tous les éléments d'appréciation de tous ceux qui sont là, il peut arriver donc que certains puissent être pris alors que peut-être qu'ils ne méritaient pas mieux que les autres. C'est peut-être dans ce sens qu'on peut parler de loterie. Mais en tant que n'étant pas l'agent recruteur, n'étant pas l'entreprise, le chef d'entreprise, on ne peut pas dire que c'est lui qui va recruter. Donc je dis, il faut restituer ce qu'il a dit dans son contexte et essayer de comprendre le fond de sa pensée. Fabrice Thuori, ils ont peut-être sauté de joie quand ils ont appris que le chantier allait redémarrer, mais là, c'est des questions, des interrogations là qui fusent. Hein. Tout le monde ne sera pas forcément pris. Oui, des interrogations assez légitimes. Mais moi, je pense que il faudrait s'intéresser en réalité à là où on a glissé pour tomber à ce niveau. Comprenez? Quand on se rend quand même compte que le stade d'Olembe a fait 1 an sans travaux, avec toute la pression que la CAF a sur le Cameroun, avec le glissement qui s'est opéré et qui a fait mentir le chef de l'État, parce qu'il faut le dire comme ça, et qu'on en soit aujourd'hui à la sortie du ministre Moelle Kombi qui en réalité ne fixe pas clairement le sort de ceux qui en réalité n'était pas dans l'action de la décision. Mais le gars dit que c'est pas lui le recruteur. Hein. Oui, c'est pourquoi c'est un commentaire. En réalité, ce qu'il a fait, c'est un commentaire. Si on s'en tient au fait que l'entreprise qui arrive, d'ailleurs on a suivi dans le reportage tout à l'heure le vice-président de McGill qui laissait entendre que effectivement McGill travaillerait avec des locaux. Et naturellement, je vais suivre Maître Miliga dans l'analyse selon laquelle il va de soi que la terre appartiennent aux premiers occupants, notamment ceux qui étaient déjà là dans le chantier, bénéficieraient un tant soit peu du choix du recrutement, dans la mesure où on pourrait se dire qu'ils ne sont pas directement impliqués dans le retard des travaux, parce que simplement n'ayant pas été rémunérés. Je disais donc en tant qu'il est intéressant de s'intéresser plutôt au départ de la situation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Piscini ne puisse pas poursuivre les travaux? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser et auxquelles le ministre Moelle doit pouvoir apporter réponse pour que le stade Olembe, qui d'ailleurs est baptisé... C'est lui le problème? Au nom... C'est le ministre Moelle Kombi le problème? Je ne voudrais pas m'avancer parce que ne maîtrisant pas le fond du dossier. Parce que vous demandez qu'il apporte des réponses. Oui, puisqu'il a fait un commentaire déjà sur l'état actuel de la situation, notamment sur le recrutement que McGill va faire de ceux qui doivent l'accompagner. Il peut également apporter des éclaircies sur pourquoi est-ce que Olembe a fait 1 an sans... Voilà. Et d'ailleurs, il faut préciser que Piscini entend rester en justice pour rentrer dans ses droits. À partir de ce moment, on se pose bien la question de savoir qui a tort, qui a raison. Et au milieu, il y a le peuple qui, en tant que contribuable, doit demander des comptes et légitimement doit recevoir des comptes. Je voudrais préciser un autre fait, qui est que on a l'impression que notre chef d'État, j'aime souvent préciser qu'il aurait été élu, comme il a été élu, mais il est le chef de l'État. Il est donc nécessaire qu'un minimum de respect à son endroit soit quand même pris en compte. Lorsqu'un stade comme celui-là, qui porte son nom, est traîné dans la boue, n'arrive pas, les échéances n'arrivent pas à échouer aux dates arrêtées, ça pose quand même un problème.
Okay. Ça pose un sérieux problème de se demander où va-t-on? Si on arrive, si des individus, à dire, bien qu'ayant des positions de décision, arrivent à traîner un dossier pareil dans la boue, entre guillemets, parce que le stade Olembe est dans la boue, on l'a vu en image. Ça pose quand même le problème de savoir en réalité qui nous dirige réellement. Mathias Kameni, sur cette situation, pourquoi ce sort au stade de Paul Biya? Pourquoi c'est le stade Paul Biya qui a tous ces problèmes? Je pense que ce stade est à l'image de notre pays. Comment? Je dis ce stade est à l'image de notre pays. C'est le Cameroun résumé au stade de Paul Biya? Bien sûr. Comment ça? Mais regardez vous-même l'évolution de ce stade. Monsieur Biya est à un pas de ce stade. Il a un pas de ce stade. Mais il a des collaborateurs. Non, mais attendez, et c'est là où vient le mal. Donc vous voulez que le président Biya ses collaborateurs, du chantier? Ses collaborateurs ont donc constaté que c'est un éternel absentéiste. Et du coup, ils font de ça ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui coûte à M. Biya de quitter même un dimanche avec son vélo, comme on le voit faire souvent, aller contrôler son stade? Qu'est-ce que ça lui coûte quoi? Non, M. Biya a jeté la honte au chien. Ça, c'est d'un et de deux. Parlons maintenant du nouveau employeur, Serge. On a l'impression que ce gouvernement ne met pas en avant l'intérêt du peuple. Parce que comment un ministre en mondiovisio peut dire que les anciens employés doivent jouer à la loterie pour espérer être recrutés par le nouveau? Vraiment, ça c'est de la cacophonie. Ça c'est même une insulte. Mais ce monsieur devait même être interpellé. Pourquoi? Mais pour cette déclaration, c'est pas normal. Je pense qu'avant même de signer... Est-ce que c'est lui le recruteur? Mais attendez. L'État est le premier qui doit sauvegarder l'intérêt du peuple. Oui. L'État est le premier qui doit sauvegarder l'intérêt du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de signer un nouveau contrat avec le nouveau employeur, l'État devait se rassurer que tous ceux qui travaillaient dans ce chantier avant devaient être recrutés. Ça devait être la première règle. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça devait être même la condition, sine qua non, pour quelqu'un d'autre de reprendre ce chantier. Mais ce n'est pas le cas. Ils s'en vont livrer le peuple entre les mains de quelqu'un qui ne le maîtrise vraiment, entre les mains de quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Non, le vice-président a quand même... Qu'est-ce que celui-là dit? Il a donné des paroles rassurantes, hein, le vice-président de Maguil. Non, Serge. La vérité, c'est que ceux qui étaient hier dans ce chantier maîtrisent mieux le contour que ceux qui arrivent. Donc, en réalité, ils devaient être les premiers à être recrutés dans ce chantier. Et au moment de cela, nous ne savons pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a eu des rémunérations? Nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cela. Moi, je dis, il faut que... Et d'ailleurs, ça se résume. Quand un gouvernement est illégitime, ça va dans tous les sens. Ça prouve jusqu'ici que M. Biya est illégitime depuis le 1 an qu'il a volé notre élection. Personne ne l'écoute. Il y a même des signaux qu'on envoie. Il n'écoute pas. Moi, je pense la construction du stade ne date pas d'un an. Hein. Ça fait plus d'un an que les travaux sont arrêtés. Et nous en sommes où? Nous en sommes où? Il n'y a pas de relation à faire. Pas du tout, pas du tout. Et ça ne suffit pas. Après, on va vous dire que c'est un stade qui avait un coût de 200 milliards. Par exemple, c'est monté à 300 milliards. Et du coup, c'est le contribuable qui va souffrir. Nous savons que tout ça, c'est pour résumer à cela. Ok. Maître Nguefar, sur ces deux aspects, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quel est le sort, a priori, qui devait être réservé aux ex-employés de Groupe Piccini qui toquent à la porte de Maguil? Et est-ce que c'est de manière automatique qui devrait être recruté? Et sur ce sort réservé, il y a quand même le nom Paul Biya. Comment comprendre que ce soit Japoma, on voit les autres stades, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une malédiction au Lembe, stade Paul Biya? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Serge Alain, avant de vous répondre, je dois achever ma parole qui était suspendue. Non, on va revenir. On est d'abord le débrief, je vais vous repasser la parole. Au débrief, moi j'ai l'impression que le président de la République représente un lion
au milieu des crocodiles. Lesquels crocodiles sont scindés en 2 blocs. Les 2 blocs symbolisent le stade Olembe. Il y a le bloc Pichini, qui n'a plus assez d'énergie. Tous ceux qui se cachent derrière Pichini, comme Camerounais, ils n'ont plus que les procédures judiciaires pour prendre l'argent qu'ils escomptaient. Le groupe d'en face est constitué par Makil. Ils sont venus, ils ont leurs petits-enfants ou bien leurs petits-amis qu'ils doivent recruter en violation de toute la législation sociale. Moi, je me demande bien ce que le ministre du Travail, la présence sociale, pense lorsqu'il écoute son collègue dire en Mondovision que les plus anciens seront chassés pour laisser place au nouveau. Ça viole toutes les lois. Et je parle là sous le contrôle de l'un de mes formateurs. En matière sociale, c'est impossible. Rien que l'expérience de ceux qu'on veut chasser là oblige qu'on les maintienne. Ça, c'est le premier principe. Je parle bien de rien que l'expérience. Parce que le stade, il est en construction depuis au moins 3 ans. Il y a des raccourcis que seuls certains employés connaissent dans ce stade. Mais vous entendez, le maître d'ouvrage vous dit expressis verbis. Je vais vous, d'abord vous êtes déjà viré, allez jouer la loterie pour revenir. Et c'est ça, voilà comment fonctionne le pays. Il fonctionne à coup de loterie. Moi je regrette plutôt. J'ai l'impression que tout ce qui porte le nom Biya au Cameroun, ce que lui il a désigné, non, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la malédiction. Tout ce qu'il a désigné pour l'accompagner s'arrange à ce que son nom disparaisse avec lui. Parce que je ne comprends pas. Là, c'est un marché public de grande envergure. Pichini, si vous avez souvenance, le patron de Pichini s'est opposé à la lettre de résiliation. Ça veut dire qu'il a avec lui toute la documentation nécessaire pour la construction de ce stade. Il n'y a pas de copie quelque part. Il faut l'obliger à restituer ces documents. Il ne nous reste plus que 15 mois. La bagarre pour la restitution de tous ces plans, ça va prendre au moins 6 mois. 6 mois pour l'implantation de la nouvelle équipe. Pour celui qui sait ce que signifient les grands travaux. Alors, je ne vois pas comment ce stade-là va abriter la Coupe d'Afrique en 2021. C'est impossible. C'est inimaginable. Je ne sais pas quelle alchimie on va y arriver. C'est très douloureux. Il faut que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, se disent, tout le monde regarde, tout le monde voit. Ce n'est plus le jeu. Le camp Pichini aurait pu continuer. Ça fait 1 an qu'il réclame le paiement des services faits, certifiés. Et ceux qui ne veulent pas qu'il continue ont bloqué les paiements. Alors, comment ils vont faire? Celui qui vient, donc c'est celui-là qui va recevoir de l'argent et puis le cycle va recommencer. On va tomber dans la gabégie, ça sur le dos du contribuable. Non, il faut que le président de la République, M. Paul Biya, vraiment prenne ses décisions, siffle la fin. En tout cas, pour moi, je sais qu'il n'y aura pas de Coupe d'Afrique avec ce qui se passe. Moi, j'ai regardé les larmes aux yeux, l'évolution de ces travaux. Pour chacun de nous qui sait au moins ce que signifie planter un parpaing. Lorsqu'on est encore au gros œuf, l'habillage prendra tout le temps. Et le temps de l'habillage est même plus sérieux, plus important que le temps des gros œufs. Et de deux, à la va-vite, je ne sais pas quelle est la structure internationale qui viendra certifier le service fait. J'ai peur que ce jour-là, au stade, à la va-vite, que 60 000 personnes s'installent et que ça descende en bloc. Parce qu'il fallait vite faire rapidement, pour contenter certains. Non, reprenons-nous. Faisons comme ces partis politiques qui disent tout va mal. On fait le constat de ce qu'il y avait, les contraintes, des difficultés. Et si vous permettez, j'aimerais pour répondre, pour qu'on avance. Parce que je disais au premier bloc. Non, permettez d'abord, quelqu'un... Oui, rapidement. Je veux d'abord dire que nous sommes tous Camerounais. Oui. Je veux dire, en fait, je un terme embêté par cette situation. Les Camerounais ont le sport comme une religion. Donc chaque chose qui touche au sport touche tous les Camerounais. Mais il faut quand même noter également que autant on se plaint de ce qui se passe à Olembe, autant nous sommes quand même fiers d'avoir Japoma qui est l'un des 10 stades les plus beaux au Cameroun. Alors la question se pose, pourquoi Japoma ça peut marcher?
avec le même président Biya. Et pourquoi, depuis 37 ans. Et pourquoi pas Pichini, c'est-à-dire le stade de Lembe. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une question de, entre guillemets, de gouvernance, peut-être la personne, mais peut-être l'entreprise qui n'a peut-être pas pu travailler. Là, si vous regardez les éléments de ce dossier, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a eu un certain nombre de montages financiers qui n'ont pas abouti. C'est-à-dire que Pichini n'avait pas forcément de l'argent sur lui. Il fallait trouver de l'argent qu'il n'a pas pu avoir, pour pouvoir faire continuer son entreprise. Je voulais quand même tranquilliser mon jeune confrère Gefa Kalou disant que aucun maître d'ouvrage ne peut être dépourvu des dossiers. On a en matière de contrat de marché public. Et généralement, c'est même l'État qui fait son dossier d'appel d'offres. Donc, il y a bâtiment et la maquette et tout. Et il ne faut pas non plus oublier que sur le chantier, l'État est représenté, entre autres, par le maître d'œuvre. Il est représenté par des ingénieurs de l'État. Il est représenté par beaucoup d'autres structures qui permettent quand même de s'assurer que le travail, même si une personne s'en va demain, l'autre peut le remplacer sans qu'il y ait trop de problèmes. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, vraiment c'est l'espoir, c'est que, une chose est sûre, le complexe au Lembe ne pourra pas être prêt entièrement. Parce que le complexe Lembe, c'est pas seulement le stade, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est la piscine, c'est beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un grand complexe. Mais, moi je crois que au stade, tel qu'on a vu le stade même, c'est-à-dire l'heure de jeu, pourra être prêt. Les salles, les dates, je veux dire, le stade, d'une manière générale, pourra être prêt dans ce délai. Si cela n'était pas possible, je ne crois pas que le ministre aurait pris le taureau par les cornes en prenant cette décision. Nous avons dit que nous tous sommes unanimes pour dire que pour que cela puisse être réalisé, au lieu de commencer à zéro, c'est bien de reprendre des personnes qui sont dans le chantier, qui ont connu, qui connaissent le chantier, qui connaissent, entre guillemets, les secrets du chantier, et cela permettra que ça aille beaucoup plus vite. Notre espoir, c'est que ce stade soit opérationnel et que, au moins, la finale, même si le match d'ouverture ne peut pas avoir, il n'a pas lieu là-bas, au moins la finale puisse avoir lieu là-bas. Pour nous, de droit là, ça ne nous arrangerait pas, ça ne nous déciderait pas d'avoir le match d'ouverture et la finale, mais pour l'intérêt du Cameroun, il faut bien que là où il y a le président de la République, c'est là-bas qu'il y a le match d'ouverture et là-bas qu'il y a également la finale. Rapidement, 30 secondes, je pas obligé de... Oui, je voulais simplement faire remarquer à M. Bilinga que lorsqu'il dit que Japoma a été fait et pas au Lembe, jetant ainsi la faute sur les entreprises adjudicataires, je voudrais faire remarquer qu'il y a bien entendu l'État qui choisit qui doit faire les travaux et que un an quand même, sans travaux, ça pose quand même un sérieux problème. Voilà, c'est ce que je voulais lui faire remarquer. Le deuxième point. Oui, je reviens donc sur la première question qui m'avait été posée. Au regard des difficultés, est-ce que les élections auront lieu? J'ai dit je ne peux pas répondre à cette question parce que, le communiqué des deux ministres explique et justifie. La première question, c'est le constat est unanime. Les contraintes et les difficultés empêchent ces élections. Deux, des partis politiques ont saisi le conseil électoral. Je ne peux pas commenter cette procédure, bien ces procédures qui sont pendantes devant le conseil électoral sans violer la loi. Sur ce point, les deux ministres ont violé la loi en influençant les procédures qui sont déposées au conseil, devant le conseil électoral. Le deuxième bloc de difficultés, c'est quoi? C'est le problème du nozo. Ce n'est pas moi qui dis. Les deux ministres ont fait le constat et ils tirent les conclusions. Ils disent que ce ne sont pas les individus sur ce plateau ou bien les ministres quelconques qui vont solutionner. Il s'agit de M. Paul Biya, le président de la République. Donc, les problèmes qui entachent l'effectivité de ces élections sont de deux ordres. Les contraintes, on attend des solutions par voie judiciaire et les solutions politiques à travers le président de la République. Pour l'heure, il faut une conjonction de ces deux solutions pour qu'il y ait élection. Or, le conseil électoral ne s'est pas encore prononcé, le président de la République non plus ne s'est pas prononcé. Moi, je ne peux pas m'aventurer, je n'ai aucun pouvoir pour vous dire si oui ou non il y aura élection. Voilà, et c'est le communiqué des deux ministres
qui fonde ma position et la solution que je propose. Ok. Et Mathias Kemeni, je vous ai posé la question. Si la question du nord-ouest et du sud-ouest trouve une solution et que le système électoral n'est pas revu, est-ce que le MRC pourra revenir? Non, nous avons posé 3 conditions. Oui. Absolument les 3 d'abord. Effectivement, nous avons parlé du toilettage du code électoral. La convocation du grand dialogue national pour pacifier le dozo. Alors, si les 3 sont faits, ça serait malhonnête pour nous de dire que nous n'allons pas aux élections. Et je vous rappelle que nos dossiers sont là. Ah, vos dossiers sont en attente? Nos dossiers sont là en attente. Et nous attendons que le gouvernement prend en compte nos revendications. Parce que M. Biya le veut ou pas, vous avez bien besoin de nous à ces élections. La preuve, c'est que vous grondez partout, vous aboyez partout. Pourquoi le MRC ne va pas? Pourquoi le MRC ne va pas? Même des ministres sortent à cause de l'abstention du MRC. Ça veut dire que, quelque part, nous avons raison. Et que notre refus est fondé, M. Biya. Donc, si vous voulez que nous soyons avec vous, alors, prenez en compte nos 3 propositions. Et nous serons ensemble. Vous savez, moi, ma position... Allez. Ma position Maître Biliga, février 2020, oui. Le SDF n'est pas là parce que, comme m'a dit Joshua aussi, il faut résoudre la crise avant le 9. Rien n'est fait jusqu'au 9. Le SDF n'y va pas. Le PCRN a demandé un délai supplémentaire. Ils ne vont pas. Le MRC a posé ses 3 préalables. Vous y allez tout seul. Ce sera une victoire à la Pyrrhus. Dont nous ne serons pas tout seuls. Vous avez cité 3-4 partis, il y a beaucoup d'autres. Non, l'idéal, c'est que tout le monde y aille. Voilà. Parce qu'on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais on ne peut pas forcer des partis politiques qui ne veulent pas aux élections pour qu'ils viennent aux élections. On a vu certains pays où un parti politique de l'opposition est venu au pouvoir et a empêché aux autres d'aller aux élections. La Guinée-Conakry, non pas la Guinée-Conakry, le Bénin. On a fait un code électoral où on a exclu tout le monde. Ils sont quand même partis aux élections. Ils ont même fait un dialogue national où on a exclu les personnes qui n'étaient pas au Parlement, mais le pays continue à vivre. Donc je dis, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a un parti qui, s'il ne vient pas aux élections, le Cameroun ne vivra pas. Moi, je comprends très bien. Je souhaite que le MSC aille aux élections. Vous le savez très bien. Moi, je suis un démocrate. Vous savez que quand je parle, je ne suis pas forcément quand ça, RDPC a mal fait. Je le dis. Donc, je suis un peu libre. Mais je dis seulement ceci. Le MRC nous a, je ne vais pas dire dessus, mais en fait, c'est le terme. Si le MRC nous avait dit, même avant le 10 novembre, ou après le 10 novembre, qu'il n'irait pas aux élections, pour nos eaux, pour le toilettage, pour le toilettage, je vous assure que on aurait dit, vous avez raison. Mais si vous venez, après l'avoir revendiqué, dit comme ce que vous avez dit, et venir dire que vous allez aux élections, appelez tout le monde, parce que vous avez demandé, on a lancé, mais je me rappelle que je suis sur un plateau avec un confrère qui me disait, oui, mais on a innové, on a demandé à tous les Camerounais, même ceux qui ne sont pas dans notre parti, de venir, parce qu'on veut faire. Je lui ai dit, oui, les Camerounais sont venus, ils n'ont cru en vous. Certains se sont endettés au niveau des tontines et autres pour venir compétir sur votre étiquette. Et le jour où on clôture les dépôts de candidature, vous dites que vous n'alliez pas. Et de vous à moi, dites quand même que si vous avez fait mal aux autres. Et c'est ça qui fait peur. Parce que si on vous fait confiance, et que chaque fois vous aurez à tergiverser, à faire un pas à l'avant et un autre derrière, et ce ne sera pas bon. C'est ça que je dis. Et nous sommes tous Camerounais, notre pays, nous sommes tous notre pays. J'aimerais bien voir en face de mon confrère, mon jeune confrère, Gefak, député de MRC. Moi, j'ai dit, je ne postule à rien, vous le savez très bien, mais je souhaiterais quand même avoir des confrères qui puissent le faire. Pourquoi pas vous, MRC? Ok, rapidement, Fabrice Tolé pour sortir. La politique m'intéresse pas de cette manière. Oui, 30 secondes pour sortir, Fabrice Tolé. Oui, c'est simplement de dire que le recours, en réalité, qui est introduit au niveau du Conseil électoral, laisse la possibilité, ou alors
donne au PCRN le droit de se rétracter par rapport à ces élections ou pas. Donc il a l'exclusivité de la décision qu'il prendra le moment venu. Se rétracter ou pas? Ou pas. En concertation, c'est ce qui d'ailleurs a toujours été dit. Et même lors de la sortie d'hier du président national Kabwa Libi, cela a été également mentionné. Donc le conseil électoral a les cartes en main et le PCRN, et du moins le président national du PCRN et sa base militante également se concerteront et je pense que le résultat sera rendu très tôt. Merci Fabrice Tweli Biamou d'être venu. Merci Maître Bilega également d'être venu. Merci Mathias Kameni. Merci à vous, Maître Augustin Gefak. Merci Saint-Jalin. Merci à tous les téléspectateurs de nous faire confiance. Voilà, merci d'être passé une fois de plus à Equinox Soir, émission d'utilité publique. Bonsoir, Somalomo.